Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver comme chaque semaine depuis 15 séances, depuis 15 semaines déjà, pour notre séance d'aujourd'hui. Je suis désolée du retard, donc on a eu un petit souci technique. C'est pour ça que la séance a commencé à 18 heures. Voilà, donc merci d'être parmi nous pour enchaîner sur notre processus logistique, nos processus logistiques à travers ce cours sur Crafter. Donc, merci d'être parmi nous et être fidèle à ce rendez-vous. Bien, alors, la suite, la deuxième séance, le cours transport. Processus transport, c'est sur lequel on est arrivé cette semaine, justement. Puisque nous avons entamé déjà le processus transport la séance dernière, puisque nous avons traité la partie de base, donc les éléments de base du transport international avec les différents intermédiaires. Nous avons donné en fait l'image ou encore la situation globale du transport international. Le but, c'est de se familiariser d'abord avec le lexique, le jargon, et également connaître le mécanisme de fonctionnement d'une opération d'importation et exportation. Sur cette deuxième séance, nous allons découvrir qui sont ces intermédiaires, à qui faisons-nous appel pour réaliser ce transport international. Donc, pour rappel pour tout le monde, nous avons parlé en globalité, en général, en fait, de ce processus dans la chaîne logistique interne de l'entreprise en amont et en aval pendant les premières séances de ce cours, séances 2 et 3. Et qui sont disponibles d'ailleurs, vous pouvez les consulter à tout moment sur Facebook, bien sûr, sur Crafter, mais également sur YouTube, Lubna Odriri, Crafter. On est à la séance 15 qui serait disponible bien sûr dans quelques heures aussi. Bien. Alors, d'abord faisons un récapitulatif de la séance dernière et ensuite on enchaînera avec les éléments qui sont promis pour cette séance. Alors, quand on a parlé du processus transport la séance dernière, que ce soit en amont ou en aval de la chaîne logistique interne d'une entreprise, ça veut dire que c'est une entreprise qui doit ramener tout ce qu'elle achète, national ou à l'international, ça dépend si son fournisseur est un fournisseur national ou encore son fournisseur, c'est un fournisseur étranger dans un autre pays. Donc, c'est à l'international et l'opération, on avait dit que ça s'appellerait un import. Pareil, cette même entreprise peut être amenée à réaliser l'opération dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est elle qui devient maintenant fournisseur pour pouvoir vendre et distribuer ses produits à des clients. Et dans ce cas-là, lorsque elle est amenée à faire du transport, et ça s'appellera du transport aval. Alors, si le fournisseur, plutôt le client à ce fournisseur-là est national, donc ça serait du transport national simple. Maintenant, si le client est à l'international, là, on appellera ça et on opérera une opération d'exportation. Alors, combien d'étapes? Et quelle que soit mon opération de transport international et national, combien d'étapes j'aurai à faire? Que ce soit à l'import, que ce soit à l'export. On avait dit 7 étapes de transport auxquelles on ajoutera 2 autres étapes. Vous vous rappelez lesquelles? Allez, tout le monde avec moi. D'abord, on va faire les 9 au total. Depuis l'amont jusqu'à l'aval, parce que les 2 autres supplémentaires, ce ne sont pas des étapes transport, mais ils sont nécessaires pour constituer les différentes étapes pour les Incoterms. On va faire les 9 au total. Je vous indiquerai à la fin lesquels ces 2 supplémentaires qui sont incluses dans ces 9 étapes-là. Alors la première, c'est l'emballage. L'emballage de la marchandise qui va quitter ce fournisseur vers ce client. Deuxième étape, transport national au pays de départ et qu'on appelle le pré-acheminement. Suivi duquel des formalités douanières à l'export, c'est-à-dire qu'on va déclarer la marchandise à l'export au pays de départ. C'est une déclaration à l'export pour quitter le territoire du pays qui a vendu. Et donc, ça serait une déclaration douanière auprès de la douane du pays de départ. Suivi à laquelle le chargement du transport principal.
Le chargement de ce transport principal, si c'est maritime ou aérien, se ferait bien sûr au niveau de l'enceinte portuaire aéroportuaire. On va voir tout ça aujourd'hui. Si c'est sur un transport routier, ça se ferait bien sûr dans une enceinte de transport, chez une société de transport international, dans ses hangars, pour pouvoir charger ces camions à l'international. Pareil, s'il s'agit du transport ferroviaire. Et donc, l'entreprise serait amenée justement à charger ces wagons à l'international. Le transport international ferroviaire, aujourd'hui, on n'en a pas au Maroc, mais elle m'a. Ou encore, pour mieux dire, Canada, mais donc, on avait en fait un transport international avec l'Algérie après la fermeture des frontières. Aujourd'hui, donc, on n'a pas de transport international ferroviaire. Donc, mais c'est possible un jour que ça soit le cas. Donc, pour le moment, on n'en a pas. Donc, on se limite au transport international maritime, aérien, routier et multimodal, bien sûr. Fluvial, on n'en a pas, tout simplement parce qu'on n'a pas de fleuve avec des pays voisins pour pouvoir réaliser des transports internationaux fluviaux. Alors, le chargement, j'ai dit, se ferait au niveau de l'enceinte portuaire ou aéroportuaire et ça serait le chargement du transport principal et c'est l'étape numéro 4. Ensuite, le transport international lui-même est donc maritime, aérien, routier, ferroviaire, fluvial, multimodal. On a bien expliqué la multimodalité la séance dernière et les petites ambiguïtés derrière. Ça, c'est l'étape numéro 5. Attention, il ne faut pas oublier la 6, l'assurance. Attention, l'assurance, je n'ai pas parlé de l'assurance des autres étapes de transport que je viens d'évoquer ou celles que je vais évoquer ensuite. Je parle de l'assurance du transport international précisément, c'est-à-dire l'assurance du transport qui va être réalisé à l'international. Et c'est elle qui nous intéresse. Cette assurance-là, elle est importante. On va voir pendant la séance des Incoterms qu'elle est obligatoire pour 3 familles d'Incoterms, mais elle n'est pas obligatoire pour la 4e famille et on va comprendre pourquoi. Donc, l'assurance, elle est importante. C'est l'assurance du transport international pour assurer la marchandise qui est transportée du point A au point B lors de son transport sur ce moyen de transport à l'international. Une fois arrivé au pays d'arrivée, on a vu qu'il y avait bien sûr la 5e étape. Plutôt, pardon, la 7e étape, excusez-moi. La 7e, parce qu'on a fait l'assurance qui est la 6e. La 7e étape qui est le déchargement du transport international déchargé. Si c'est du maritime, ça va être un déchargement dans une enceinte portuaire, sinon aéroportuaire, sinon dans une gare internationale ferroviaire ou fluviale. Ou routière, ça dépend du mode de transport à l'international qui a été réalisé. Le déchargement pour qu'il puisse être réalisé justement, donc le déchargement qui est réalisé, ensuite on procède à la déclaration de la marchandise à l'import, c'est-à-dire on procède aux formalités douanières à l'import. Zaïd, qu'est-ce qu'on avait dit? Droits et taxes d'importation. Diwana, Zaïd, TVA, la Diwana, qu'on va payer, bien sûr, on a expliqué à la séance dernière pourquoi la douane, on la paye lorsqu'on fait des formalités douanières à l'import, quand on importe, et non pas à l'export quand on veut exporter. On a bien précisé cela. Justement, ce sont ce qu'on appelle les barrières douanières. Et donc, chaque pays essaie de se protéger et essaie également de réaliser des canaux commerciaux à l'international à travers des contrats de libre-échange. Bien, qu'est-ce qui reste alors? On a fait les formalités douanières et ça fait. Dernière étape, la 9e étape, le transport national jusqu'au client arrivé au pays d'arrivée ou encore arrivé à un lieu convenu, comme on va voir dans les Incoterms, défini par le client. Soit son adresse de facturation, soit c'est une adresse qui est définie par ce client. Ce sont les 7 étapes de transport internationaux qu'on a évoquées, plus les 2 autres étapes qui nous font les 9, qui sont l'assurance et l'emballage. L'emballage et l'assurance qui nous font nos 9 étapes. Bien, une fois qu'on avait expliqué tout ça, on y passait ensuite à dire « Ok, mais qui va nous faire tous ces éléments? Moi, je suis fournisseur, vous êtes client, vous avez acheté un produit chez moi.
On a négocié un Incoterm, c'est un terme commercial international pour faciliter juste le langage entre nous. Donc, tout est défini. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Combien d'étapes? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle étape? Laquelle? Qui va la payer cette étape et qui en est responsable? Très bien, on le sait. Maintenant, ces étapes-là qui sont de mon côté ou du vôtre, on fait appel à qui pour nous faire ces étapes-là? Et on avait commencé la séance dernière avec les intermédiaires du transport international. On s'est arrêté à l'intermédiaire de l'étape numéro 4, à savoir l'exploitation, c'est-à-dire le chargement et le déchargement du transport international. Je mets les slides et on se retrouve juste de suite. Bien, alors, je disais justement, nous sommes à la séance 15, voilà, donc je viens de faire un récapitulatif par rapport à l'introduction de la séance dernière, dans laquelle nous avons introduit le transport international en amont et en aval, et on a discuté des différents modes de transport internationaux, et ensuite, nous sommes passés à expliquer les 9 étapes du transport international depuis le fournisseur jusqu'à arriver au client au pays d'arrivée. Ensuite, nous avons détaillé ces 9 étapes. Emballage, préacheminement, formalité douanière à l'export, chargement du transport principal, le transport principal qu'on appelle le transport international. L'assurance de ce transport principal, le déchargement du transport principal, la formalité douanière à l'import, plus les droits de douane et taxes, et enfin le post-acheminement. À ces étapes-là, justement, il faudrait des intermédiaires. Comme j'avais dit, pour nous réaliser ça, ce sont des prestataires logistiques qui sont spécialisés à réaliser ces étapes-là de transport pour l'ensemble des clients. Et donc, on va les découvrir ensemble. Mais est-ce qu'on les côtoie directement, nous, fournisseurs ou clients, pour nos opérations de transport? Ça, c'est ce qu'on va voir à la fin de cette séance. Alors, je suis fournisseur. Je dois vendre, j'ai vendu un produit et je dois le transporter d'après l'Incoterm qui a été négocié. Supposons que je dois réaliser toutes les étapes. Parce que j'ai vendu avec le dernier des Incoterm qui s'appelle le DDP, Delivery Duty Paid. Ça veut dire livrer jusqu'à adresse de facturation ou de livraison, dédouanement inclus, jusqu'au pays d'arrivée. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je dois faire appel à 9 intermédiaires. Premier intermédiaire, je peux le faire moi-même si je veux, c'est l'emballage. Et pour faire l'emballage, c'est-à-dire une société qui s'occupe de l'emballage de ma marchandise ou encore c'est moi-même qui peut le faire pour mon entreprise. Alors, l'emballage, comme j'ai expliqué la séance dernière, attention, l'emballage, tout dépend de ce que vous avez négocié dans le contrat avec votre client par rapport à l'emballage. L'emballage, rappelez-vous qu'il est toujours à la charge du vendeur, c'est-à-dire du fournisseur, quel qu'il soit l'Incoterm. C'est lui qui assume sa responsabilité, qui le fait et qui le paye. Et donc, tout dépend de ce qui est écrit dans le contrat. Qu'est-ce qui est inclus dans le contrat par rapport à cet emballage de cette marchandise mise dans le transport national ou pas? Ça dépend de ce qui a été négocié entre les deux, fournisseurs et clients. Ensuite, première étape du transport, donc l'emballage, une des étapes supplémentaires. Première étape, comme on a dit, c'est le pré-acheminement, c'est-à-dire le transport national depuis le fournisseur jusqu'à la frontière de départ. À partir du moment que la marchandise n'a pas quitté la frontière de départ de ce pays de vente, le transport qui est réalisé, c'est un transport national. Et on doit faire appel à qui? À un transporteur national, local. J'ai mis dans mon schéma un camion, mais ça peut ne pas être un transport routier national, ça peut être ferroviaire, aérien, fluvial, multimodal national, tout dépend de notre besoin. Bon, juste pour le schéma, j'ai mis un camion, généralement c'est ce qui est utilisé le plus. C'est le transport national pour réaliser un transport depuis le fournisseur pour cette marchandise jusqu'à la frontière de départ. Deuxième étape qui est en cours de ces opérations qui est réalisée, c'est la formalité douanière à l'export, comme on avait dit tout à l'heure. Mais c'est qui nous fait ça?
On fait appel à qui pour nous réaliser cette opération-là? Ben, on fait appel à un transitaire. Le transitaire, comme j'avais déjà expliqué à la fin de la séance dernière, parce qu'on avait déjà commencé à expliquer les intermédiaires, le transitaire, c'est celui qui s'occupe de la déclaration douanière de toute marchandise. À l'import, on va voir la même chose à l'export, c'est-à-dire pour exporter. Donc ici, c'est à l'exportation. Et tout à l'heure, une fois arrivé au pays d'arrivée, on va voir, c'est à l'importation. Donc, c'est pour que la marchandise puisse quitter le territoire de vente. Ce transitaire-là, c'est un super déclarant. C'est l'intermédiaire entre la douane d'un pays et un chargeur. Qu'est-ce que j'entends par le mot chargeur? Le mot chargeur, c'est pas celui qui charge la marchandise. Non, le mot chargeur dans la logistique et dans le transport, c'est celui qui a une marchandise à transporter, à l'import ou à l'export. Ça peut être le client ou le fournisseur, comme ça peut être un intermédiaire qu'on va découvrir tout à l'heure, qui s'occupe de tout ça pour eux. C'est ce qu'on appelle un chargeur. Un chargeur, c'est celui qui se charge de réaliser des opérations de transport pour une marchandise qui en est en charge. Ça peut être le fournisseur, comme ça peut être le client, ça dépend, ou encore un intermédiaire qui s'occupe de tout pour eux. Alors, je répète ce que j'ai dit. Donc, le transitaire, c'est un intermédiaire entre la douane d'un pays et un chargeur qui veut déclarer sa marchandise à l'export et tout à l'heure, on va le voir de la même façon, à l'import. Cet intermédiaire qui est le transitaire est très important. Et c'est celui qui est le garant de la bonne déclaration de cette marchandise pour qu'elle puisse quitter le territoire pour ses formalités douanières à l'export. Une fois réalisées ces déclarations, cette marchandise est autorisée à quitter le territoire du pays de vente. Et donc, on passe ensuite à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 des 7 étapes de transport auxquelles on ajoute les 2 autres étapes, je répète tout le temps pour qu'on puisse les assimiler facilement, c'est bien sûr le chargement du transport principal. Cette marchandise, comment elle va être embarquée sur un moyen de transport? Bon, routier, on sait très bien, c'est le chargement du camion à l'international, ferroviaire pareil, ou encore aérien ou encore maritime. Il faudrait une société qui s'occupe justement de cette opération. Bien sûr, au niveau aéroportuaire et portuaire, ceci est extrêmement réglementé par l'attribution d'un appel d'offres d'une société qui s'occupe de cette exploitation. Cette exploitation, que ce soit au niveau maritime ou au niveau aérien, c'est une exploitation pour une durée bien déterminée qui peut aller de 25 ans à 30 ans dans le maritime. C'est une entreprise qui, suite à un appel d'offres, gagne un appel d'offres qui est lancé par ce qu'on appelle l'autorité portuaire. Chaque port dans le monde possède une autorité portuaire qui le gère, plutôt, qui prennent toutes les décisions stratégiques le concernant. Toute réalisation au niveau de ce port, ses infrastructures, sa gestion, tout ce qui se passe au niveau de ce port sont sous la tutelle de cette autorité portuaire. Généralement, la nomination de cette autorité portuaire se fait par les hautes instances d'un pays. Et donc, parce que c'est stratégique comme activité et comme opération pour un pays. Alors, cette autorité portuaire, c'est elle qui a l'autorité sur ce port, mais ce n'est pas elle qui l'exploite, afin de favoriser, bien sûr, favoriser en fait comment dirais-je, une concurrence, plutôt, je ne dirais pas ce terme, mais pour favoriser en fait plusieurs opérateurs à ce qu'ils puissent être en compétitivité au niveau d'un port. Donc, chaque terminal d'un port ou d'un aéroport, il est soumis à un appel d'offres que le meilleur gagne. Donc, tous les exploitants ou les opérateurs, ce qu'on appelle les exploitants ou opérateurs portuaires ou aéroportuaires dans le monde, soumissionnent aux appels d'offres des terminaux qui les intéressent. Il faut savoir que dans un port, on retrouve 4 types de terminaux. Je vais rentrer dedans
en détail lorsque j'attaquerai le maritime. Parce que après ces séances globales au niveau de transport, je vais rentrer en détail ensuite sur le transport maritime, ensuite aérien, routier, etc. Et donc, on va voir, mais là, je vous donne juste une idée globale, sans le détail sur les slides, qui sont les 4 types de terminaux cargo. Parce qu'il y a le terminal voyageur, c'est-à-dire pour les passagers, et également, il y a les terminaux et il y a les terminaux cargo pour la marchandise. Au niveau d'un port à cargo, on retrouve 4 types de terminaux. Il y a le terminal à conteneurs, c'est-à-dire c'est le terminal où on charge et on décharge des conteneurs. Ce sont des boîtes métalliques qui ont été créées dans les années 50. Ils ont révolutionné le monde du transport maritime parce qu'on a pu transporter des quantités énormes sur des navires grâce à ces fameuses boîtes métalliques qui, avec leur forme ergonomique, ont pu optimiser le volume transporté. Il y a également, mais moi, je n'ai pas des marchandises qui rentrent dans un conteneur. Quelqu'un va dire, eh ben, dans ce cas-là, on va transporter nos marchandises dans des navires, ce qu'on appelle des navires conventionnels, puisque nous avons des marchandises diverses. Donc, les navires conventionnels, ce sont des navires qui permettent de transporter des marchandises diverses. General cargo. Différents types d'engins, de machines à dimension hors gabarit et qu'on ne peut pas transporter dans des conteneurs à taille ISO standardisée qu'on va découvrir en détail dans les séances du transport maritime. Ouais, mais moi, je n'ai pas de marchandises diverses. Je n'ai pas des tubes, des billettes, des barres en acier. Je n'ai pas des machines. Je n'ai pas du bois. Je n'ai pas du bois en morceaux. Je n'ai pas des bobines. Non, non, non. Moi, ce que je transporte, c'est pas ça. Vous transportez quoi? Je transporte des voitures. Je transporte de la marchandise qui roule. Eh bien, si vous transportez de la marchandise qui roule, il faut transporter dans des navires reliés et qui accostent dans des terminaux car carriers. Ce sont des terminaux rouliers, c'est des terminaux qui permettent de faire accoster des navires RoRo, roll-on, roll-off. Ça veut dire quoi, roll-on, roll-off? Ça veut dire roulier. C'est des navires qui transportent toute marchandise qui roule. Et bien sûr, j'ai besoin d'un exploitant portuaire qui exploite ce terminal ainsi que d'autres, s'il gagne l'appel d'offres. Ben enfin, mais moi, je n'ai pas ce type de marchandise. Ben, c'est pas de la marchandise qui rentre dans des conteneurs. C'est pas des palettes, des engins, des cartons. Dans les dimensions sont embarquables dans empotables dans des conteneurs maritimes à dimensions définies, ISO, plusieurs tailles, dimensions, types et dimensions différentes. Non, ma marchandise, quand je fais mon plan de chargement, ça rentre pas. Et ma marchandise, ce n'est pas des marchandises diverses, avec des tailles et des dimensions et des poids hors gabarit. Alors, et c'est pas une marchandise qui roule avec des roues. Alors, c'est quoi alors? C'est du vrac. C'est le 4e type de marchandise. Alors, dans ce cas-là, ce serait des navires vraquiers, soit solides, soit liquides, qui transporteront votre marchandise et qui doivent accoster dans des terminaux à vrac solide ou encore à vrac liquide. Donc, les terminaux à vrac, les terminaux à conteneurs, les terminaux polyvalents qui accostent les navires conventionnels, différents types de marchandises qui transportent, et les terminaux rouliers, ce qu'on appelle les terminaux car carriers, pour pouvoir accoster les navires qui transportent des marchandises qui roulent, notamment les voitures, les camions, les engins, etc., qui sont chargés et déchargés du navire sur leur propre roue. Alors, tous ces types de terminaux, il y en a certains ports qui en ont les 4, ont plusieurs nombres. Il y en a d'autres qui sont spécialisés que dans certains types. Eh bien, chaque port, quand il a un terminal qui a été bâti, aménagé pour un des 4 types ou plusieurs types, il doit lancer un appel d'offres pour prendre le meilleur exploitant portuaire. Il peut être national comme il peut être international.
La différence entre les deux, c'est qu'un national n'a jamais encore gagné un appel d'offres à l'international. C'est-à-dire, il exploite des terminaux dans des ports nationaux, cette entreprise nationale d'exploitation portuaire. Mais il n'a jamais encore gagné un appel d'offres à l'international. Par contre, il y en a plusieurs dans le monde qui sont des grands exploitants portuaires à l'international, et qui exploitent un ou plusieurs terminaux dans plusieurs ports au monde. À chaque fois qu'il y a un port dans les normes et qu'il y a une forte affluence ou un business important, ce sont les premiers à se missionner pour pouvoir gagner ce marché. Nous en avons certains sur le Maroc qui ont gagné des appels d'offres et il s'agit d'exploitants internationaux, portuaires internationaux, comme nous avons des champions nationaux à nous qui commencent à cristalliser et à donner une forte valeur ajoutée comparable bien sûr à ceux à l'international. Alors, c'est qui en fait ces exploitants? Et comme on a dit, ce sont des entreprises qui ont gagné un appel d'offres d'exploitation de un ou plusieurs terminaux d'un port suite à un appel d'offres lancé par une autorité portuaire. Dans le monde entier, chaque port, et pareil on va faire pour l'extrapolation pour l'aéroportuaire, chaque port ou aéroport possède sa propre autorité portuaire qui octroie des contrats d'exploitation pour des durées déterminées suite à des appels d'offres. Pour le maritime, comme évoqué, de 25 à 30 ans, généralement. Alors, cette exploitation portuaire ou cette entreprise d'exploitation portuaire, elle a deux types de clients. Elle n'a que deux types de clients. Rappelez-vous, quels sont les types de clients que peut avoir un exploitant portuaire? Deux clients. Des clients côté terre et des clients côté mer. Les clients côté terre, ce sont les clients que je viens d'évoquer tout à l'heure. Le terme, c'est les chargeurs. Ce sont eux qui ont une marchandise à exporter ou à importer lorsqu'il s'agit d'exploitation portuaire à l'import, c'est-à-dire au déchargement. Donc, il y a forcément un chargeur qui veut importer, donc c'est un client côté terre. Mais cet exploitant portuaire, il a également des clients côté mer. Qui ça? Ce sont les compagnies maritimes à travers, bien sûr, les armateurs. Donc, ce sont les armateurs qui accostent leurs navires au niveau de ces terminaux portuaires et qui sont les clients côté mer de ces exploitants portuaires. Et pareil dans l'aéroport portuaire de la même façon, sauf que l'exploitation n'est pas de 25 à 30 ans, ça peut aller de 5 à 10 ans, un petit peu plus, mais pas de 25 à 30 ans. Cet exploitant portuaire dont les deux clients sont le chargeur et l'armateur à travers une compagnie maritime qui le représente localement dans le pays. On va le voir dans l'explication sur les intermédiaires du transport principal. Donc, ce sont ces deux clients. Qu'est-ce qu'ils réalisent pour eux? Donc, il est au service au navire et il est au service à la marchandise, cet exploitant portuaire. Au service au navire, c'est-à-dire qu'il réalise toutes les activités demandées par la compagnie maritime que représente cet armateur dans ce pays, à savoir le déchargement, le chargement du navire, le ravitaillement, la maintenance premier niveau, c'est-à-dire toutes les activités qui en découlent au service du navire. Bien sûr, au niveau du port, on trouve d'autres activités, donc j'en ai pas parlé, mais au niveau du transport maritime, on peut en parler, comme la capitainerie avec ses pilotes et ses lamaneurs, avec ces pilotes qui s'occupent bien sûr qui s'occupent de faire rentrer le navire au port, puisque dans plusieurs pays, le commandant d'un navire n'a pas le droit d'accoster le navire lui-même, malgré ses années d'expérience. Ce sont les pilotes de la capitainerie d'un port qui s'en occupent. Bon, ça change d'un pays à un autre, et de port à un autre, mais ça dépend de chaque port ou chaque pays. Mais également, on trouve les remorqueurs qui permettent d'aiguiller le navire et de faciliter la manœuvre au pilote du navire pour faciliter l'accostage parce que la manœuvre est tellement difficile. Également, on trouve les lamaneurs, ce sont eux qui permettent d'accoster justement, d'arrimer le navire et de l'accoster en fait et de serrer
son accostage avec des bollards. Les bollards, ce sont les fûts métalliques qui sont sur le quai du navire et qui permettent de bien arrimer le navire sur le port. On rentrera beaucoup plus en détail sur cela, sur le transport maritime. Toutes ces activités-là qui sont réalisées, en plus du ravitaillement du navire, également sa maintenance premier niveau ou deuxième niveau, tout dépend. Donc, toutes ces activités-là, ce sont les activités au service du navire. L'exploitation portuaire, elle a également des activités au service de la marchandise. Ce sont eux qui s'occupent, bien sûr, du déchargement de cette marchandise, de son stockage dans une zone tampon, parce que le port, comme je dis toujours, n'est pas une zone de stockage. C'est une zone tampon de transit et de passage de marchandises. Donc, ils sont disposés en attente que le client viennent récupérer sa marchandise, ça c'est à l'arrivée, et au départ, pareil, il récupère la marchandise du transporteur national pour la mise en attente dans une zone, dans sa zone de stockage temporaire, en attente d'arrivée du navire, puisqu'il doit le mettre dans le sous-palan du navire, donc dans la zone de bastingage, pour pouvoir charger la marchandise sur ce navire pour le départ. Donc, cette zone-là doit être extrêmement bien gérée, bien optimisée en termes de flux. Il faut que le flux soit fluide, qu'il n'y ait pas un bottleneck, un goulet d'étranglement qui peut nuire justement à tout le fonctionnement de l'activité justement portuaire et qui peut nuire également à l'économie d'un pays parce que ça peut créer des bottlenecks, des goulets d'étranglement pour les navires qui veulent accoster, qui ont des rendez-vous d'accostage. Et ça crée une rade, R-A-D-E. La rade, ce sont les navires qui attendent dans l'horizon pour avoir l'autorisation d'accoster dans un port. Et plus la rade est importante, plus le pays est connu pour encombrement portuaire chronique. Et ça, c'est pas bon pour l'économie d'un pays parce que ça flambe les prix du transport à l'importation pour ce pays-là. Bien. Les activités de cet exploitant portuaire ils sont extrêmement importantes. Nous avons plusieurs exploitants portuaires au Maroc présents qui exploitent plusieurs terminaux. Est-ce que le Maroc est organisé de la même façon, c'est-à-dire chaque port possède son autorité portuaire? Oui, et depuis 2006. Avant, on avait l'ODEP, l'Office d'exploitation des ports, qui était en même temps autorité portuaire et en même temps exploitant portuaire. Donc, après 2006, après le plan émergence Maroc, au niveau du Maroc, donc il y a eu en fait, à l'égard de tous les pays du monde, donc chaque port au Maroc, il a sa propre autorité portuaire et il y a eu l'ANP, l'Agence nationale des ports, qui a gardé l'autorité sur tous les anciens ports, sauf les nouveaux ports qui possèdent leur propre autorité portuaire, comme Temesa TMPA pour le port de Tanger-Med. La même façon pour le port de Nador ou encore le port de Dakhla, le futur port de Dakhla, etc. Et donc, chaque autorité portuaire, elle octroie des contrats d'exploitation sur des appels d'offres qui sont lancés. Le port de Tanger-Med, par exemple, a lancé plusieurs appels d'offres pour les différentes catégories de terminaux qu'il a. Par exemple, pour les terminaux à conteneurs, il en existe 4 au port de Tanger-Med. Et chaque terminal, le T1, le 2, port Tanger-Med 1, le T3 et le T4, le TC3 et le TC4, terminal à conteneurs, sont au niveau du port Tanger-Med 2. Et les 4, il y a eu en fait des appels d'offres pour l'exploitation de ces terminaux. Alors, on a eu bien sûr des exploitants internationaux qui ont exploité ces terminaux-là. Depuis 2004 pour le terminal 1, c'est l'APN Terminals, un des plus grands exploitants terminaux au monde. Il est présent dans presque tous les pays du monde. Cette entreprise danoise qui fait partie du groupe AP Moller dans le monde et qui est le cousin à Maersk Line, l'armateur, ainsi que d'autres sociétés du même groupe comme Damco, comme P&O, Nedloyds, Safmarine et j'en passe. Donc plusieurs, et bien sûr plusieurs entreprises d'extraction pétrolière dans le monde, etc. C'est un très très grand groupe qui s'appelle AP Moller. Dans la société qui s'occupe d'exploitation portuaire dans le monde, c'est APM Terminal, AP Moller Terminals, et qui ont gagné l'appel d'offres du terminal 1 et du terminal 4 en 2016.
Pareil, nous avons également Eurogate qui a gagné le terminal 2 à conteneur du port de Tanger-Med. On a notre champion national Marsa Maroc qui a gagné l'exploitation sur le terminal 3 du port de Tanger-Med, ainsi que l'exploitation de plusieurs terminaux sur le Maroc, notamment celui de Casablanca, entre autres. Mais également, on a un autre national qui s'appelle Somaport, qui a pris ses fonctions sur le terminal 2 du port de Casablanca en 2009 et qui a permis, bien sûr, d'avoir une excellente compétitivité au niveau de l'exploitation portuaire nationale, en tous les cas pour le conteneur. Cette entreprise-là a permis d'avoir des propositions de 2 opérateurs sur le port de Casablanca, par exemple. Voilà, donc ces opérateurs portuaires sont le cœur battant du port. Ils ont une mission assez importante et assez contraignante. Et le but, c'est ne pas avoir d'encombrement portuaire chronique et d'avoir une influence importante avec une parfaite organisation et synchronisation des flux au niveau d'un port pour éviter que ce soit un port faiblement chargé ou encore fortement encombré. Sur cette exploitation portuaire, je souhaiterais terminer également sur le fait que l'exploitant portuaire, aujourd'hui, quand on le voit appliquer, on va rentrer dans le détail au niveau du transport maritime, quand on voit qu'il applique ce qu'on appelle des frais de magasinage, et c'est quelque chose qui ne plaît pas pour monsieur tout le monde, ou monsieur l'importateur principalement, généralement. Pourquoi? Parce que c'est des frais qui peuvent augmenter, doubler, tripler, quintupler. Mais c'est logique de les avoir. Un port qui n'applique pas ces frais de magasinage lorsqu'on dépasse une franchise de magasinage, c'est un port qui subira ce que j'ai bien expliqué tout à l'heure, l'encombrement portuaire chronique. Et ça, c'est un fléau qu'il faut éviter pour l'économie d'un pays. Alors, dans ce cas-là, le fait d'avoir des frais de magasinage qui sont imputés à tout importateur qui ne respecte pas la franchise de magasinage qui lui a été accordée, et généralement elle est fixe et non négociable, puisque pour quel qu'il soit le client, et ça dépend de chaque pays, bien sûr, et chaque exploitant portuaire, et chaque terminal, ainsi de suite. Mais ça ne change pas d'un client à l'autre. Et donc, il faut respecter cette franchise de magasinage et venir récupérer sa marchandise à l'arrivée dès que cette marchandise-là est déchargée sur le territoire d'arrivée. Et on va attribuer un document, transmettre un document au chargeur mentionnant l'arrivée de la marchandise et demandant la sortie de cette marchandise de l'enceinte portuaire. C'est ce qu'on appelle l'avis d'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on entend parler de frais de magasinage. Alors, c'est quoi ces frais de magasinage? Et combien? Et pourquoi? Et quelle est la solution? Et comment on peut gérer ces frais-là qui font peur à des responsables logistiques et qui plombent leurs coûts logistiques? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le cours de transport maritime. Donc, restant sur ce général-là, on est toujours sur les intermédiaires. Après cet intermédiaire-là, on ne va pas prendre plus de temps sur les autres puisque c'est la même chose, ça se répète. On arrive à l'arrivée. Une fois arrivé à l'arrivée, ça serait pareil puisqu'on aurait les mêmes intermédiaires, mais cette fois-ci à l'arrivée. J'arrive au numéro 4. Le numéro 4, ce n'est pas des moindres, c'est le transport international, c'est-à-dire le transport principal. C'est-à-dire qu'une fois on a chargé le navire, l'avion, bon, on n'a pas parlé de l'exploitation aéroportuaire, mais c'est pareil. Par exemple, au Maroc, on a l'ONDA, qui est l'autorité aéroportuaire. Et l'exploitation aéroportuaire, ça dépend des activités. On a Swissport, on a la Royal Air Maroc, autant qu'exploitant, et non pas autant que compagnie aérienne. Et donc, ces opérateurs-là, c'est pareil qu'au niveau de l'exploitation portuaire. Bien. Une fois donc que ça quitte la frontière de départ, la voici, on attaque le transport international. Maritime, aérien, routier, ferroviaire ou fluvial, on fait appel à des compagnies
compagnie aérienne pour acheter du transport international aérien. Maritime, pareil pour le maritime. Ferroviaire, pour le ferroviaire, routier, ou encore on peut faire des multimodalités pour nos flux de transport. Maintenant, quand je parle compagnie maritime, quelle est la différence avec un armateur? Parce que je parle maintenant des intermédiaires. Mais moi, j'ai l'ambiguïté. La plupart de mes étudiants me disent toujours, Madame, mais j'ai une ambiguïté là. J'arrive pas en fait à comprendre. Est-ce que la compagnie maritime, c'est différent d'un armateur? Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Non, c'est pas la même chose. Un armateur, c'est qui? C'est une entreprise qui possède un ou plusieurs navires dans le monde. Un ou plusieurs navires. Ces navires-là, soit ils sont exploités en ligne régulière, soit en affrètement. Ça, on va le voir en détail au niveau du transport maritime. Mais déjà, pour expliquer ce que c'est un armateur. Mais pour pouvoir, que ce soit en ligne régulière, cette exploitation de ce navire par cet armateur, ou que ce soit en affrètement, il a besoin que son navire ou cette société d'armateurs, il a besoin qu'il soit représenté dans chaque pays où il accoste par une compagnie, ce qu'on appelle une compagnie maritime. C'est un agent maritime. C'est cet agent maritime qui va le représenter administrativement, juridiquement et bien sûr commercialement. Commercialement, c'est celui qui vend cette prestation de transport, qui s'occupe bien sûr de prospecter les clients, de s'occuper des opérations administratives avec ses clients et encore du paiement et du règlement, du recouvrement de ces opérations-là. Et alors commercialement parlant, juridiquement et administrativement. Juridiquement, chaque armateur a besoin d'être représenté juridiquement par un agent maritime qui a ce qu'on appelle l'agrément GRIMA, l'agrément de consignation. L'agrément de consignation, ça veut dire que cette entreprise peut consigner le navire au port. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut consigner un navire au port. Elle doit être agréée pour cette opération-là. Et l'agrément de consignation, ce n'est pas un agrément ouvert pour n'importe quel port, non, ou n'importe quel terminal. Donc, un agent maritime peut avoir un agrément pour consigner un navire, un navire de transport de tel type de marchandises pour tel port, dans tel terminal de tel port. Ça peut être un ou plus. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette consignation? Cette consignation que présente cet agent maritime, c'est la prise en charge de ce navire et sa représentation juridique auprès de ce pays. C'est-à-dire que l'exploitant portuaire ne traitera pas avec l'armateur directement, mais traite avec l'agent maritime ou la compagnie maritime qui représente juridiquement cet armateur sur le pays. C'est celui qui se prend en charge le personnel navigant, mais également c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est ravitaillement, bien sûr avec l'exploitant ou avec d'autres intermédiaires nécessaires. Donc c'est la compagnie maritime à qui nous, chargeurs, on a affaire. C'est elle qui représente l'armateur. Une compagnie maritime n'a pas de navire, mais elle représente un armateur qui possède des navires. Donc l'armateur, il a deux choix. Soit ouvrir sa propre compagnie maritime, agent maritime dans un pays, soit, c'est pas intéressant pour lui, il veut pas être représenté par une compagnie qui lui coûte à ouvrir dans chaque pays, il peut se faire représenter par un agent maritime dans le pays qu'il souhaite, par une entreprise de ce pays qui a justement cet agrément de consignation et qui peut le représenter commercialement, juridiquement et administrativement. Donc, il a le choix. Il y en a plusieurs exemples d'armateurs présents sur le territoire marocain, parmi lesquels on a Maersk Line, l'armateur, représenté par sa compagnie maritime Maersk Maroc, CMA CGM avec CMA CGM Maroc, MSC Mediterranean Shipping Company avec MSC Maroc, ou encore on a Taros, qui à un certain moment a été représenté justement par Sigma Shipping. C'est une compagnie maritime. Il y a Taros Maroc, mais également, et elle peut acheter la consignation
comment dirais-je, agents maritimes qui peuvent la représenter même administrativement et commercialement. Il y en a certains armateurs qui choisissent d'ouvrir leur compagnie maritime, mais font consigner leurs navires par des agents maritimes. Voilà. Donc, et cela permet justement de consigner ce navire-là au port et d'avoir une responsabilité juridique dessus. Maintenant, cet armateur-là, justement, qui est représenté par la compagnie maritime, en fait, cette compagnie maritime ne vend pas que le transport du point A au point B, mais également que le tarif du transport, ce qu'on appelle le fret maritime, mais également il y a une panoplie de frais annexes. Même le fret maritime dépendra du type de marchandises, de la taille et la dimension et de la catégorie de marchandises. Pour un conteneur, ça va être du forfait, ce qu'on appelle freight all kind, c'est-à-dire un tarif à la boîte, box rate. Comme ça peut être un tarif au par poids taxable, et ça c'est bien sûr pour d'autres types de marchandises, notamment pour le conventionnel ou encore pour la marchandise diverse plutôt, ou encore le vrac, etc. Ce sont des marchandises, c'est pas par box rate, c'est-à-dire c'est pas à la boîte la tarification de ce transport. Mais ça, il ne s'agit que du fret de base. À ça s'ajoutent bien sûr d'autres frais annexes qu'on va détailler en détail. On va détailler précisément lors des séances de transport maritime et dans lequel on va préciser justement qu'est-ce que ça veut dire la BAF, la CAF, les THC ou encore tout ce qui est taxes ou redevances qui sont payées, mais également les frais supplémentaires que déteste tout logisticien, tout manager logistique qui plombe ses coûts logistiques et qui sont justement des pénalités qui sont appliquées par les compagnies maritimes et principalement lorsqu'il s'agit, dans la ligne régulière, lorsqu'il s'agit de transport de conteneurs. Qu'il s'agit de la franchise liée à l'attribution de ce conteneur et qu'on appelle les staris. Les marbes, colons qui gololo, sur staris, qui khalto. Et maintenant, c'est une franchise. Et cette franchise-là, ça s'appelle les staris. Les staris, c'est une franchise, le favor. C'est une franchise donnée par la compagnie maritime à un chargeur pour rendre le conteneur vide au dépôt de la compagnie maritime au pays d'arrivée, avant la fin de cette période, c'est staris. Et si dépassé, la compagnie maritime vous facture le supplément. C'est quoi ce supplément? C'est-à-dire le dépassement des jours de franchise qu'elle n'a négocié, que vous avez négocié avec elle au début. Et ce n'est pas négociable après. Donc, il fallait les négocier au départ. C'est ce qu'on appelle les surestaris, c'est ce que vous payez en supplément puisque vous n'avez pas respecté la franchise des staris qui sont les jours qui ont été de franchise qui ont été accordés. Donc, pour résumer, la bête noire des entreprises d'importation ou d'exportation, ce sont ces deux indicateurs. Première chose que je vois moi sincèrement autant que consultant pour une restructuration des activités logistiques d'une boîte, d'une entreprise sur son processus de transport. Premier indicateur, est-ce qu'il est déjà là ou pas? Et ensuite, si il est suivi, combien? Vous payez combien de surestaris et de frais de magasinage par an? Et ça, ce sont deux indicateurs clés qui nous permettent d'identifier la performance de l'activité transport au sein d'une entreprise parce que ce montant-là, quoi qu'il en soit, les causes racines qui ont poussé à payer cela, il nous faut des managers logistiques forts qui font en sorte d'innover et de trouver des solutions pour réduire ces coûts logistiques en frais de magasinage et en surestaris. Parce que ce sont des charges qui plombent le coût de revient d'une entreprise dans son activité. Et donc, en tant que responsable logistique ou transport, je n'ai pas le droit de faire payer mon entreprise des coûts de ce genre, comme les surestaris et les frais de magasinage. C'est la guerre à ces deux coûts-là pour l'entreprise. On va rentrer dans le détail de cela sur, bien sûr, les séances plus tard au niveau du transport.
Bien, ces compagnies maritimes, donc on a compris la différence avec un armateur. Donc la compagnie maritime, c'est elle qui représente un armateur dans un pays. Et donc c'est elle à qui on a affaire pour négocier justement ce transport. Pour l'aérien, il n'y a rien de spécial, c'est la compagnie aérienne, routière ou ferroviaire. Bien sûr, l'assurance. Alors, l'assurance, ce sont les compagnies d'assurance. Alors, c'est très clair, au Maroc, on n'a pas le droit d'acheter l'assurance à l'étranger, inclus dans un Incoterm. Donc, l'assurance va être toujours achetée en local. Et je parle bien du transport à l'international. On est arrivé, où ça? Ben, à la frontière d'arrivée, au pays d'arrivée. Alors, puisqu'on est arrivé au pays d'arrivée, bien sûr, j'ai parlé ici du transport international direct, ce n'est pas une ligne directe, j'ai parlé d'une ligne régulière, d'une compagnie maritime ou une ligne affrétée, peu importe, mais elle peut être directe comme elle peut être avec transbordement, avec ou changement d'appareil. Tous les pays par lesquels elle a transbordé cette compagnie ou cette compagnie maritime ou aérienne ou ferroviaire, etc., c'est des pays de passage, de transit, jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière d'arrivée comme dans le schéma. Donc, c'est qui l'étape qui va suivre, comme on avait dit avant, l'étape 5, et qui est le déchargement du transport principal. Le déchargement, comme tout à l'heure, c'est un exploitant portuaire ou aéroportuaire, ferroviaire, etc., mais cette fois-ci au pays d'arrivée. Exactement la même chose de même, sauf que cette fois-ci, il va s'occuper à décharger au lieu de charger. Et pareil, il a gagné un appel d'offres suite à un appel d'offres qui a été lancé par une autorité portuaire, etc. etc. Il a deux types de clients, les chargeurs et les armateurs, et il est au service au navire et au service à la marchandise. Pareil, bien sûr, une fois qu'on a déchargé la marchandise, il faut qu'on s'en occupe de quoi? Des formalités douanières à l'import et des droits de douane et taxes. C'est quoi cela? Ben, la marchandise, elle vient d'arriver sur le territoire. Et ben, pour qu'on puisse pouvoir jouir de cette marchandise et l'utiliser, bien sûr, en tant qu'acheteur, il faudrait qu'il y ait une formalité douanière. Je n'ai pas dit il faudrait que je réalise. Ça dépend de qui doit la réaliser. Ça peut être le fournisseur d'après l'Incoterm. Donc, il y a une formalité douanière, une déclaration douanière à l'import auprès de la douane du pays d'arrivée qui est réalisée par un transitaire, pareil qu'au pays de départ. Et bien sûr, on ne va pas faire que les formalités douanières, non, pas comme là l'export. Il faut payer les droits de douane et taxes. Les droits de douane et taxes qu'on va payer justement, ce sont des droits de douane qui répondent aux barrières douanières selon la réglementation douanière dans chaque pays, selon la nomenclature de chaque produit et que ça change d'une provenance à une autre. Cela dépend bien sûr des contrats de libre-échange et des canaux commerciaux qui sont réalisés entre ce pays et d'autres pays dans le monde. Allez, on a payé les droits de douane et taxes, alors let's go pour the last one, laquelle? Dernière étape. C'est quoi? Ça a fait transport national, le post-acheminement, et cela, il nous nécessite bien sûr de faire appel à un transporteur national depuis le port d'arrivée, l'aéroport d'arrivée, la gare internationale, etc., jusqu'au l'adresse de livraison du fameux client qui a acheté ce produit à l'international de ce fournisseur. Vous avez vu en fait l'enchaînement de ces étapes. C'est un enchaînement qui ne change pas, quel que soit le pays de vente, fournisseur, quel qu'il soit le pays d'arrivée, le client. Donc, ce sont les étapes qui sont réalisées. Bien sûr, il y a des spécificités qui changent en fonction du type et du mode de transport international qui est réalisé. Donc, mais le schéma global reste le même. Finalement, combien d'intermédiaires on aurait à faire? Alors, les 7. Et si l'emballage, on ne s'en occupe pas, donc il y a quelqu'un qui nous le fait. Et l'assurance, bien sûr, on se retrouve avec 8 minimum ou 9 maximum.
8 à 9 maximum d'intermédiaires auxquels on va faire appel. Que ça soit moi le fournisseur, que ça soit toi le client. Oh. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va faire comment? À chaque opération d'importation ou d'exportation, je dois négocier avec 9 intermédiaires. Autant que manager transport, je dois maîtriser tout ça. Mais c'est pas intelligent de le faire soi-même. Alors, comment on fait alors? C'est plus intelligent de le faire faire. Mais j'ai bien dit sous-traiter, faire faire. Et non pas les gens qui ont fait mes cours le connaissent, et non pas se débarrasser. Comment ça? Malheureusement, j'appelle pas un intermédiaire qui s'occupe de tout ça pour moi et je me débarrasse. Ah bon, ça existe? Oui, bien sûr, ça existe. Et 99% des entreprises dans le monde font appel à des sociétés, à ces sociétés-là qui sont spécialisées à s'occuper de tout pour toutes ces étapes-là. Ce sont eux qui négocient avec l'ensemble des intermédiaires dont vous avez besoin de réaliser selon ce que vous avez négocié entre votre fournisseur et vous-même, ou votre client et vous-même. Donc, comment il s'appelle cette entreprise? Comment elle s'appelle cette entreprise qui s'occupe de tout pour vous? Ça s'appelle un freight forwarder. Le métier, c'est le freight forwarding. Le métier de freight forwarder, qu'on appelle communément commissionnaire au transport. Freight forwarder, ça veut dire commissionnaire au transport. Alors, le commissionnaire au transport, je reviens sur le schéma en fait ici avant et dans lequel je vous le montre ici dans mon schéma. Si vous remarquez bien sur le schéma, vous avez en fait le fournisseur qui fait appel à un freight forwarder ou encore un client qui fait appel à ce freight forwarder. C'est-à-dire que on peut avoir dans une opération jauge délai freight forwarder, comme on peut avoir qu'un seul. Ah bon? Ça dépend de l'Incoterm. Si moi je suis fournisseur et d'après l'Incoterm, je n'ai rien à faire. Donc, ce n'est pas moi qui appelle le freight forwarder. Puisque c'est le client qui va tout faire comme étape. Toutes les étapes, c'est à la charge du client. Donc, c'est à lui qui va faire appel à un freight forwarder. Un commissionnaire au transport. Et pareil, si c'est moi le fournisseur qui doit s'occuper de tout, donc forcément le client il n'a rien à faire. Et dans ce cas-là, il n'y aurait qu'un freight forwarder. C'est le mien. Moi le fournisseur. Et dois-je m'occuper de tout pour mon client. Et donc, le client n'a pas appelé un freight forwarder. Et si c'est un autre Incoterm, d'autres familles d'Incoterm, dans lequel le fournisseur va faire un petit chouïa et le client va faire le reste. Alors, dans ce cas-là, on aurait 2 freight forwarders. Chaque freight forwarder serait appelé par son client, que ce soit un fournisseur, que ce soit le client qui a acheté la marchandise, pour pouvoir réaliser les étapes qui sont dans leur partie. Maintenant, pourquoi ce freight forwarder, il est plus fort que moi le manager logistique dans cette boîte qui veut importer ou exporter? Pourquoi ce freight forwarder est très intéressant de passer par lui au lieu que je fasse moi-même toutes les opérations et je sais les faire? Mais j'arrive pas à être compétitif comme lui et fort comme lui. Eh bien, la réponse est toute simple. Parce que c'est son métier. Et parce qu'il a 2 choses. La première, c'est l'expertise. Ça va, tu l'as aussi. Tu dois l'avoir. Cette expertise, l'expertise de réaliser tout cela. Qualité, coût et délai. Mais encore, la deuxième. La deuxième, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il doit avoir un freight forwarder pour pouvoir mieux réaliser ses opérations, bien les négocier? Je ne peux même pas rêver d'avoir les tarifs qu'il a. En plus, avec sa marge bénéficiaire qu'il ajoute, il reste beaucoup plus compétitif que si je réalise moi-même les opérations avec l'ensemble des intermédiaires. C'est quoi cette deuxième? Donc, j'ai dit la première, c'est l'expertise. Et la deuxième, c'est la carte réseau. C'est sa franchise et sa licence de représentation dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte réseau, c'est-à-dire cette représentation partout dans le monde? Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est un freight forwarder, comment bien sous-traiter chez un freight forwarder et ne pas se débarrasser, comment le choisir ce freight forwarder-là, eh bien, n'hésitez pas à nous suivre la semaine prochaine, même heure, 17h, pas 18h comme aujourd'hui. 17h, justement, je fais la transition. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, je disais, donc, si vous êtes justement intéressé par la suite de ce processus, à savoir comment sous-traiter un freight forwarder.
comment réaliser les opérations de transport à l'international sans avoir affaire à 9 intermédiaires, avoir un seul intermédiaire qui est ce freight forwarder-là qui s'occupera de tout pour vous. Comment le choisir? Comment il travaille ce freight forwarder? Quelles sont ses spécificités? Et comment le choisir? Comment sous-traiter à ce freight forwarder et ne pas se débarrasser? Comment il doit être mon partenaire et mon allié? Si vous voulez savoir cela, bien sûr, Inch'Allah, avec nous, jeudi prochain à 17 h sur Qraya Ftah. Et au plaisir de vous retrouver. Bonne soirée à tous. Je reste avec vous pour répondre à vos questions sur Facebook. Bonne soirée. Bonsoir, Madame Soumia. Ravie de vous retrouver parmi nous. Bonsoir, Monsieur Abdelrahman. Madame Hayat. Madame Wahiba, bonsoir. Eh bien, je suis qui? Je suis Madame Loubna Audreli. Je suis professeure experte en supply chain et en transport international et logistique. Je suis également directrice du cabinet Value Stream Consulting, spécialisée dans l'accompagnement stratégique des entreprises. Voilà. Et je suis en train de faire des formations, une formation sur Qraya Ftah, disponible depuis le début du confinement. On est à la séance numéro 15 et ils sont tous disponibles sur YouTube jusqu'à la séance numéro 15 qui serait publiée, Inch'Allah, d'ici peu. Voilà, Monsieur Mohamed, ravi de vous revoir, et de vous revoir, Inch'Allah, parmi nous. Merci, Monsieur Adil. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hamza. Ça me fait plaisir d'écouter ça. J'ai pu gérer avec excellence mes 2 premières années de carrière qu'avec ce que j'ai appris dans l'un de vos cours sur les Inkota. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Et justement, j'espère que cette flamme et cette passion ne s'est pas éteinte parce que quand on est des logisticiens, la flamme ne s'éteint jamais, n'est-ce pas? Ravi de vous retrouver parmi nous. Alors, les types d'armateurs, alors quand on dit mother vessel ou feeders, les feeders, c'est-à-dire les petits, en fait, là, vous parlez de, pas d'armateurs, mais de type de navire, monsieur Jah. Moi, je n'ai pas parlé de ça encore, pas encore, tellement le maritime. Là, en fait, moi, j'ai parlé des armateurs. Et quand j'ai parlé des armateurs, j'ai parlé celui qui possède un ou plusieurs navires. Il peut avoir des mothers, comme il peut avoir en fait ceux qui font du feedering, c'est-à-dire des navires navettes, etc. Ça dépend de leur type d'exploitation de ces navires. Ah, d'accord, je viens de lire votre deuxième message. Non, absolument pas. L'armateur n'est pas une compagnie maritime. C'est totalement différent, absolument. La compagnie maritime ou l'agent maritime, c'est celui qui représente un armateur dans un pays. Voilà. Exact, Monsieur Mohamed, tout à fait. On a découvert ce que c'est un freight forwarder. Et un freight forwarder, justement, c'est celui qui s'occupe de tout pour vous. Depuis le point A jusqu'au point B, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, justement. Bonsoir, Monsieur Hassan. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Avec plaisir. Merci, Monsieur Zakaria. Merci, Monsieur Malouane. Ravi de retrouver quelqu'un de Matisse. J'ai cru comprendre que vous travaillez à Matisse aujourd'hui. Matisse, c'est mon bébé, c'est mes premiers amours. Matisse Aerospace, je parle. C'est l'entreprise qui m'a tout donné, pour laquelle je lui donnerai tout aussi. Voilà, donc pour vos interactions pour ce soir, ravi d'avoir échangé avec vous et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine. À bientôt, bye bye, prenez soin de vous, au revoir.